Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le mélancolique est celui qui ne digère pas, et la bile noire cette humeur qui le conditionne est successivement froide ou chaude, instable par essence, mélangée par nature, faite de vent, un résidu, un sédiment, ce qui n'est pas cuit, puisque c'est comme une cuisson que l'on envisage la digestion. Le cinéaste européen est cet homme au corps mélancolique, obligeant à penser le lien entre ce résidu d'une mémoire non digérée, cette humeur d'enfance non cuite, ce goût amer qui fuit le bon rendu et la créativité du génie, la rêverie du mélange des temps, des cultures, des apparences. Car si la forme du cinéma européen est par essence une forme maladive, instable, il existe une bonne santé du mélancolique, une santé fondamentalement fragile, une certitude faite de précarité. Et c'est cette créativité de bile noire qu'un Moretti, un Montero ou un Garel ont toujours eu désir d'incarner. Antoine Debac a attribué cet état mélancolique au cinéma européen. Pourtant la forme maladive, instable, fragile, comme conséquence d'une mémoire non digérée, s'applique parfaitement au cinéma libanais. L'association entre cinéma et mélancolie s'est faite pour moi en 2006, plus précisément au mois de juillet, durant l'écriture du scénario de mon premier long métrage, un road movie humoristique intitulé Chaque jour est une fête. La menace permanente d'une nouvelle guerre, les explosions et les attentats à la voiture piégée nous rappelaient alors constamment à l'instabilité et l'imprévisibilité de notre situation. Un présent hystérique, pour masquer le désespoir d'un impossible avenir. Tout concourait à la déclinaison de toutes les formes d'aveuglement, d'illusion, de mensonge, de fuite et d'exil. Cependant l'humour faisant partie intégrante de la vie à Beyrouth, il permettait d'évacuer les frustrations, de désamorcer les tensions, mais également de prendre du recul et ainsi de rire de soi, à l'image des personnages du film. Durant ce mois, le pays fut la cible de l'armée israélienne laquelle pendant 33 jours bombarda sans interruption villes, villages et infrastructures, axes routiers majeurs, ponts, centrales électriques et réseaux téléphoniques. On comptait les victimes par milliers. J'étais comme tout le monde, ébahi par l'ampleur des bombardements, envahi d'un goût amer, révolté devant l'injustice dont nous étions victimes. Cette guerre nous confrontait une fois de plus à notre fragilité en tant que peuple, face à la précarité de nos situations, tant individuelles que collectives. De nombreuses interrogations ont commencé à émerger. Comment continuer à écrire une comédie avec le drame qui nous entourait ? Avions-nous le droit de tourner la catastrophe en dérision, quand nous y étions encore immergés ? Comment parvient-on à écrire en créant une distance avec le réel, avec le présent, quand le présent est d'une telle intensité ? Comment pouvions-nous accepter cette intrusion étrangère sur notre sol ? Était-il possible, par un geste anodin, de mettre cette guerre entre parenthèses et de continuer à vivre ? Et puis, comme se demandait Rabbi Emroué, quel rôle pouvons-nous jouer dans un pays où le citoyen et l'individu ne jouent aucun rôle ? Il n'y avait pas de réponse concrète à mes tourments et à mes interrogations, mais mon travail et celui de mes collègues constituaient eux-mêmes des réponses. Durant la guerre israélienne et surtout durant la période qui s'ensuivit, la scène artistique libanaise s'est opiniâtrement activée. Il s'agissait de transformer les blessures que cette guerre nous infligeait en une énergie artistique. Des films, des vidéos, des performances, des photographies ont été réalisés en réponse à l'absurdité de cette guerre. Pour ma part, j'ai continué à écrire le scénario. Pourtant, progressivement, j'ai réalisé que le ton humoristique m'échappait et que le scénario prenait un ton nouveau. Cette expérience m'a incité à réfléchir, au-delà du scénario de Chaque jour est une fête et du film qu'il est devenu, au cinéma libanais en général. Comment les guerres qui ont eu lieu sur son territoire l'ont-ils influencé ? Comment notre vécu au Liban l'a-t-il coloré ? De quelle manière ce désenchantement, qu'on peut aujourd'hui attribuer à la mélancolie, a habité sa pellicule ? Comment le soleil noir s'est-il emparé de son atmosphère générale pour se propager dans chaque élément des films ? Centrer mon étude sur la période de l'après-guerre m'a semblé une évidence. La mélancolie n'est-elle pas le sentiment qui nous habite depuis la fin de la guerre ? Mais comment définir une période de l'après-guerre dans un pays qui ne cesse de trembler et d'être secoué ? Après-guerre et mélancolie.
La période de l'après-guerre civile commence officiellement en 1991 avec la signature de l'accord du Taif et la promulgation d'une loi d'amnistie, innocentant tous ceux qui ont pris part à la guerre. Cette amnistie a aussi été accompagnée d'une amnésie générale, qui voudrait remettre les compteurs à zéro, balayer d'un trait toutes les horreurs perpétrées et les conflits entre les différentes composantes de la société. Le poète et journaliste Bilal Quebez ne se faisait guère d'illusions car les tensions persistaient sous la forme d'une guerre civile froide. La période de l'après-guerre commence donc en 1991, mais sa fin se situe dans un temps flottant. Quand la guerre sera finie, cette phrase portait en elle tout l'espoir et l'optimisme à l'œuvre dans l'espèce humaine. Mais quand la guerre s'est terminée, que le son des bombardements s'est arrêté, que la ville s'est réunifiée et qu'un grand plan de reconstruction s'est mis en route, j'ai réalisé comme tout le monde que concrètement rien n'avait vraiment changé. Les réflexes communautaires se sont renforcés chaque jour depuis la fin de la guerre en nous projetant sans cesse dans les années amères de la guerre civile. Les attentats à la voiture piégée qui visent des hommes politiques et des intellectuels n'ont jamais cessé de résonner depuis l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri en 2005. En 2006, les avions de chasse israéliens nous ont bombardés pendant 33 jours. Le 7 juin 2008, des tas de sable ont été érigés sur les routes de Beyrouth, des pneus enflammés ont encerclé la ville et des affrontements ont éclaté entre les partisans du Hezbollah et ceux de Saad Hariri. Aujourd'hui, le pays n'est pas en reste. Les répercussions de la guerre syrienne se développent depuis 2011 chaque jour sur son territoire. Des affrontements entre les partisans libanais de la révolution syrienne et les partisans de l'armée de Bachar al-Assad se produisent en permanence dans le nord et à l'est du pays. À l'instant où j'écris ces lignes, un attentat suicide vient de provoquer plusieurs morts dans la banlieue sud de la capitale. Après la guerre civile, deux figures politiques vont émerger, Rafik Hariri et Hassan Nasrallah. Ils vont rassembler l'un, la majorité des sunnites, l'autre celle des chiites. En 2005, Saad Hariri, après la mort de son père, s'alliera avec une partie des chrétiens tandis que Hassan Nasrallah sera rejoint par l'autre partie. Rafik Hariri, homme d'affaires fortuné, rentré d'Arabie Saoudite après une longue période d'absence, fit adhérer ses partisans à sa formule magique. Rayer le passé d'un trait, oublier les 150 000 morts, les 17 000 disparus. Ne plus regarder en arrière, regarder devant soi, encourager l'amnésie, effacer les dégâts, entamer un vaste plan de démolition et de reconstruction, créer un centre-ville moderne pour attirer les touristes du Golfe et les financiers étrangers. Et dans cette marche forcée, accéder au futur. C'est d'ailleurs le nom que porte la chaîne de télévision de Rafik Hariri, Future Télévision, créée en 1994, 3 ans après la fin de la guerre. Le futur est aussi le credo de sa société immobilière, Solidaire, propriétaire de la quasi-totalité du centre-ville de Beyrouth, dont le slogan vante « Beyrouth the Ancient City for the Future ». En revanche, pour une partie des chiites, l'héroïsme s'incarnait en la personne mythique du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et ses martyrs qui accédaient à une mort divine en combattant l'ennemi, à savoir Israël. Si l'idée de l'héroïsme du Hezbollah est restée à l'état de concept pendant de longues années, il s'est réellement matérialisé, pour ceux qui y ont cru, une première fois en 2000, au moment où Tsahal, l'armée israélienne, s'est retirée du territoire libanais qu'elle occupait depuis 1976 et puis ensuite après la guerre de 2006. Malgré les milliers de morts et un pays ruiné, on a crié victoire et érigé des slogans « Nasrallah, Nasrallah, la victoire nous appartient » ou « la victoire divine ». Ceux qui croyaient au pouvoir de l'un de ces deux héros ne pouvaient pas envisager d'aller au cinéma sans y trouver précisément un héros auquel s'identifier. Les artistes Lina Sané et Rabi Emroué remarquent que, face à la vie politique chaotique, on trouve refuge dans le fantasme d'un leader fort, symbole de force virile. On le croit capable d'instaurer l'unité, l'ordre, la loi, la justice, par la seule force de sa volonté inébranlable, de son honnêteté naturelle et donc insoupçonnable, de sa foi implacable en Dieu et en lui-même et enfin, en espérant que tant de qualités auront un effet de contagion enthousiaste chez les gens. Mais ceux qui n'ont cru ni en Rafik Hariri ni au Hezbollah, ni en leurs alliés et ont refusé catégoriquement la scission du monde entre noir et blanc, sans couleur intermédiaire, ceux qui voulaient abolir le système communautaire et corrompu du pays,
qui croyaient fortement en un État laïque, sont ceux qui ont sombré dans la mélancolie. Ces personnages désenchantés, ces anti-héros qui ne trouvent plus de territoire sur lequel se mouvoir sont ceux qui vont peupler le cinéma libanais d'après-guerre. Comment, en effet, échapper à l'abattement et à la mélancolie quand aucun espoir n'illumine le quotidien? Comment éviter de porter les traces et les traumatismes de la guerre? The Disquiet 2013, de Ali Chéri nous rappelle que le Liban, outre les catastrophes provoquées par l'homme sur son territoire, est un pays propice aux catastrophes naturelles et spécifiquement aux tremblements de terre et aux grands séismes, de par son emplacement géographique. Les failles du Liban qui le secouent en permanence émanent de sa terre même, de sa mer, de ses racines. Le cinéma libanais d'après-guerre, comme le remarque Ali Chéri dans la note d'intention de sa vidéo The Disquiet, cherche à rendre visible le chaos d'un monde en déclin, son mouvement, ses vacillements, ses chutes. Mais comment définir la mélancolie? Ce terme, si souvent évoqué, étudié ou analysé, définit généralement un trouble psychique qui a été maintes fois mis en relation avec les arts, notamment la musique, la peinture et le cinéma. Pourtant, à travers le temps, il demeure toujours ambigu, à l'image des symptômes qu'il évoque. Le terme même de mélancolie est ambivalent, car il s'est chargé au fil du temps des significations les plus diverses. Jean Clair souligne, la mélancolie est double. Affection de l'esprit, c'est une humeur du corps. Son nom évoque un vague à l'âme, une fumée qui assombrit la pensée et le visage, un voile jeté sur le monde, une tristesse sans cause. Mais il désigne aussi une entité physique, une matière visible, la bile noire que secrète la rate. Cet organe qu'en anglais on appelle spleen, donnera son nom à la forme moderne de la mélancolie, celle qui de Keats à Baudelaire frappera les dandys de l'âge romantique. Le mot d'origine grecque est composé de méla, noir, et de kelé, bile. La mélancolie apparaît en Grèce avec les discours médicaux d'Hippocrate qui l'associent à une maladie du corps, qui proviendrait d'un liquide noir, la bile, dont le siège est la rate. Celle-ci, quand elle est en excès dans l'organisme, provoque un fort sentiment de tristesse et d'abattement et même la folie. Tandis qu'Hippocrate considère la mélancolie comme une maladie qui non seulement atteint le corps mais aussi l'esprit, Aristote lui insiste sur sa dimension transcendante. Il place ceux atteints par la mélancolie sur un piédestal car selon lui, ce sont des hommes supérieurs capables d'une grande force créative dans des domaines différents, tels la philosophie, la science de l'État, la poésie ou les arts. Les stoïciens, quant à eux, octroient à la mélancolie un penchant psychologique et moins médical. Ils parlent du taedium vitae ou le mal de vivre avec un DE accent aigu out de soi, qui ne provient d'aucune cause apparente mais qui fait partie de la nature humaine. Au Moyen Âge, la mélancolie est étroitement liée au christianisme, avec les moines qui se retirent dans les déserts d'Égypte et de Syrie afin de se vouer totalement à Dieu, loin de toute civilisation. Frappés par l'ennui et la solitude, leurs cœurs sont pris de DE accent aigu out. Ils s'éloignent de Dieu et leur esprit divague. Cette divagation réveille leur imaginaire et éloigne ces mystiques de la grâce. Ils perdent leur sagesse, doutent même de l'existence de Dieu, entrent dans une phase d'oisiveté, de paresse, considérée comme un des 8 péchés capitaux, au même titre que la gourmandise, la colère, l'orgueil, l'avarice, l'envie. L'imaginaire, qui dans l'Antiquité était un atout positif, car lié à la création et au génie, va être considéré au Moyen Âge comme un péché et un vice. Les démons touchent les mystiques à une heure précise du jour, à midi, quand le soleil est au zénith. Ceci leur donne le sentiment que le soleil va demeurer statique et le temps interminable, sans ouverture vers l'avenir et que la vie est vide de sens. Plongé dans la paresse, le mystique stagne, à l'image du monde qui l'entoure et dont il se détache et à l'image du soleil qui lui paraît immobile. Ainsi le monde lui semble être un grand trou immense et vide, c'est là c'est dit. Au début du XIe siècle, les médecins arabes vont eux aussi s'intéresser à la mélancolie. Leur étude sur cette maladie, le Waswas Saoudaoui en arabe, va être pour une grande part influencée par les écrits qu'ils ont traduits de manière intensive durant le grand mouvement de traduction qui débute à Bagdad au milieu du 8e siècle. Les médecins arabes ne vont pas se contenter de traduire dans leur langue les textes des auteurs grecs, en particulier Rufus d'Éphèse et Galien, mais vont pousser encore plus loin leur théorie. En effet, les médecins arabes ont ajouté des éléments en rapport avec l'alchimie, l'astrologie et l'astronomie aux traductions des manuscrits grecs sur la théorie des humeurs.
Il en résulte des divergences profondes comme le souligne Pauline Kutche. Tous les médecins arabes ne défendirent pas la même conception de la mélancolie, loin de là. Ishaq ibn Imran, Al-Razi, ou encore Al-Kaskari ont lu et interprété les sources grecques différemment, et la notion de la mélancolie présente chez chacun d'eux des traits particuliers. C'est de l'association des manuscrits des Grecs avec ceux des Arabes que vient le rapprochement et la filiation de la mélancolie avec la planète Saturne. Saturne, désignée auparavant comme la 7e planète, a des particularités très opposées, tout comme la bile noire. À la Renaissance, les mélancoliques ne sont plus fous mais sont des enfants de Saturne et l'humeur noire conduit à une vive imagination, riche et sans limite, source d'inspiration pour les génies créateurs, mais qui parfois conduit au suicide. La mélancolie s'inscrit désormais dans une perspective spirituelle. L'idéal qu'elle désigne inaccessible n'est plus seulement l'espace infini et sacré que serait la nature. Il a partie liée avec le temps lui aussi infini, qui dépossède l'être de toute illusion. La mélancolie se réfère désormais à une absence, une perte. René chez Chateaubriand incarne parfaitement ce mal du siècle. On voit bien dans ce bref rappel historique que la définition de la mélancolie a fait l'objet de multiples variantes, lui attribuant une connotation soit positive, soit négative. Aujourd'hui, les définitions que l'on en donne semblent accepter le paradoxe de son ambivalence car comme l'affirme Maël Renoir, la mélancolie n'est pas un sentiment de douleur ou de joie, mais le sentiment de la condition affective en général, où se sentent aussi, simultanément, confusément et virtuellement, les sentiments antagonistes qui se dessinent plus univoquement sur cet horizon. Le mot lui-même a plusieurs significations paradoxales. Elle est tantôt un vice, tantôt une vertu. La mélancolie peut faire pleurer, mais elle peut également provoquer le fou rire, à l'image des personnages du film de Christophe Carabach Too Much Love Will Kill You 2012. La mélancolie a la possibilité de faire du mal, une force. Du DE accent aigu Out, une dynamique spirituelle comme l'Ayal, dans le film de Ghassan Salab Terra Incognita 2003, de la paresse, une énergie pour le travail comme Nadim dans le même film. Le mélancolique a deux extrêmes. Il n'est pas juste celui qui se replie sur lui-même, mais aussi celui qui, pour reprendre les termes de Yves Versant, se transporte hors de soi et découvre son altérité. Je suis l'autre, écrit Nerval. Tout le personnage du film de Michel Camoun Falafel 2006 devient l'image des gens qu'il rencontre, abattus. Et comme scande la voix off dans Posthume, nous étions hors du temps, hors de nous-mêmes. Tout ce que le mélancolique vit au fond de lui est difficile à transmettre, souvent inexplicable ou indescriptible. Alors, comment expliquer la mélancolie malgré tous ces paradoxes dont les films eux-mêmes témoignent ? Freud, dans son étude sur le deuil et la mélancolie 1917, propose une réflexion intéressante. Après s'être servi du rêve comme modèle pour les troubles de la psyché, il tente d'éclaircir la nature de la mélancolie par sa comparaison avec le deuil. Freud en détermine à la fois les similitudes et les différences. Le deuil est d'ordinaire la réaction à la perte d'un être aimé ou bien d'une abstraction qui lui est substituée comme la patrie, la liberté, un idéal. La mélancolie porte en quelque sorte sur une perte d'objet dérobé à la conscience, à la différence du deuil dans lequel la perte n'a rien d'inconscient. Or, les films dont il est question dans cette étude évoquent à la fois le conscient d'un événement concret, la guerre civile, et l'inconscient qui lui se manifeste par ses traces. Une approche historique et esthétique. Au moment où j'ai entrepris cette étude, il m'a semblé que pour comprendre le cinéma de la période de l'après-guerre, il était nécessaire de se pencher sur son histoire et d'analyser l'évolution d'un art qui s'est toujours développé en parallèle des événements tragiques qui ont bouleversé le pays. Cette démarche devrait permettre de fournir au lecteur les repères historiques nécessaires à appréhender les relations entre le cinéma et l'histoire du Liban. La première partie intitulée « Un cinéma sous influence, des années 1910 à la guerre civile » amènera le lecteur à la compréhension du rapport étroit qui lie ces deux histoires. De fait, en suivant l'évolution chronologique du cinéma libanais avec les périodes clés qui l'ont marqué, nous suivrons aussi l'histoire du Liban, car comme le relève Monique Bellan, dans le cas du Liban, la complexité des problèmes intérieurs et régionaux non résolus et la promiscuité sociale génèrent une interaction forte entre la réalité politique et la vie quotidienne de chacun. Cela explique, au moins en partie, la préoccupation de nombreux artistes pour la réalité.
L'art moderne et la politique furent souvent liés au Liban. Je suivrai les premiers pas cinématographiques effectués dans ce pays dans les années 1930 par un Italien installé à Beyrouth, Giordano Piduti. Je m'attarderai sur la production des films des années 1940 et 1950, décennie considérée comme l'âge d'or du Liban, jusqu'à l'arrivée dans les années 1960 des réalisateurs et techniciens égyptiens sur le sol libanais, à l'heure de la nationalisation du cinéma par le président Jamal Abdel Nasser. Dans un deuxième temps, l'attention sera portée sur le cinéma militant des années 70, période riche en production de documentaires et fictions engagées, où le Fedayeen occupe l'écran jusqu'au début de la guerre civile libanaise, période qui oscille entre un cinéma d'auteur et un cinéma commercial. La deuxième partie de cette étude, Les traces de la guerre civile, prendra appui sur l'analyse des films de plusieurs cinéastes, Boran Alaouieh, Jocelyne Saab, Mohamed Soued, Daniel Arbid, Ali Chéri, Ralil Jorej et Johanna Hadji-Thomas, Michel Kamoun, Bahi Jogej, Christophe Carabache, Simon Alabre, Nigol Bezgian, Wael Noureddin, Nadim Asfar, Maya Abdelmalak et Jihan Choueb, ainsi que sur le long-métrage que j'ai moi-même réalisé Chaque jour est une fête. En effet, ils ont recours à des styles cinématographiques témoignant de la présence obsessionnelle d'un malaise existentiel ou ontologique, et travaillent la déconstruction à travers le cadre, le montage, la lumière, le récit. Dans ce contexte, j'analyserai en profondeur les personnages qui ont peuplé le cinéma de cette période. Comment peuvent-ils échapper à la mélancolie, ce sentiment d'avoir perdu à jamais quelque chose? Ils vivent dans une sorte d'obscurité et dans la position typique du mélancolique. Ils penchent la tête, la portent au creux de leurs mains et baissent le regard. À quoi pensent-ils? Que regardent-ils? Seraient-ils aussi tenaillés par la culpabilité, devenu un héritage collectif des Libanais? Chaque Libanais est responsable de la guerre civile, dit l'un des personnages de Seul avec la guerre 2000 de Daniel Arbid. Une nouvelle manière de représenter le corps a vu le jour avec le cinéma libanais d'après-guerre, qui questionne les signes de la réalité sociale et politique, ses contradictions et ses conflits dans leur inscription dans le corps humain, citadin, citoyen et dans la relation de ce dernier à l'espace urbain. Les réalisateurs posent leur regard sur des corps qui ne sont plus ancrés dans la société mais vivent à la marge, désincarnés de la vie elle-même. La mélancolie de ce cinéma émane aussi de ces corps qui sont, malgré leur jeunesse, en proie à la léthargie, à la fatigue. Comment parler des films libanais d'après-guerre, sans évoquer la ville de Beyrouth, entre ruines et construction, où la plupart des films libanais ont été tournés? Malgré la distance creusée entre elles et les réalisateurs qui ont fui la guerre, leur retrouvaille était nécessaire. Mais la ville qu'ils cherchaient n'existait plus car Beyrouth est aujourd'hui un lieu qui se définit par ce qu'il ne contient pas. Le passé ne suffit plus et le futur n'est pas convaincant. Beyrouth aujourd'hui est un lieu dénudé et une ville accrochée dans le vide de ses légendes défuntes. La troisième partie, la mélancolie dans le cinéma de Ghassan Salab, est entièrement consacrée au film de Ghassan Salab, l'un des piliers du cinéma libanais. Sa longue filmographie, la plus longue des réalisateurs de l'après-guerre qu'on peut qualifier d'œuvre multiforme cinéma, vidéo, fiction, docu-fiction, et en même temps homogène dans ses thématiques et ses codes, mérite qu'on lui consacre une partie de cette étude. Ces films fragmentés et déconstruits sont pour la plupart ancrés dans Beyrouth, où il est revenu après de longues années d'absence. Il y confronte les multiples facettes de la ville aux fantômes qui l'habitent, et la frontière étroite qui sépare la vie et la mort s'estompe et fait vaciller son monde entre passé et présent, entre présence et absence. Je présenterai d'abord un tableau général de l'œuvre de ce cinéaste complexe et exigeant. Puis j'analyserai la dislocation des personnages et leur refus du monde qui les entoure, et leur désir perpétuel de fuite. Portant en eux les stigmates de la guerre civile et ses désillusions, ils fuient le monde dans la solitude, le mutisme mais aussi l'errance. J'étudierai enfin l'univers urbain et fantomatique de Ghassan Salab qui prend place dans des récits discontinus et inachevés, à travers une esthétique qui fragmente et émiette le temps et l'espace, une démarche qui fait écho à l'histoire brisée du pays. Première partie, un cinéma sous influence de 1910 à la guerre civile. Chapitre 1, quel cinéma pour le Liban? Le pluralisme communautaire, 18 communautés recensées, qui est la marque de l'identité libanaise a été la source de conflits récurrents,
dont le point culminant fut la guerre civile qui éclata le 13 avril 1975. Car la notion de communauté est la référence primordiale de chaque citoyen libanais, qu'il soit chrétien ou musulman. Le drame majeur de ce pays réside dans le fait que son identité n'est pas ressentie de la même façon par tous les Libanais. Chrétiens, musulmans chiites, musulmans sunnites, druzes, autant de particularismes qui s'opposent à l'émergence d'un sentiment d'appartenance nationale partagée. Elisabeth Picard donne une vraie vision du pays. Quelques décennies à peine après la formation de l'État 1920 et 30 ans après son indépendance 1943, l'appartenance nationale reste concurrencée par les solidarités claniques, les identités confessionnelles et les intérêts régionaux. Un pouvoir faible, partagé entre chefs de communauté, n'est pas parvenu à asseoir la souveraineté de l'État. La société, segmentée par des appartenances primordiales et soumise aux chefs de grandes familles qui s'érigent en entrepreneurs d'identité, ne peut promouvoir ses intérêts communs ni nouer des liens de solidarité horizontaux. Plutôt qu'un système d'équilibre garantissant la paix, le partage communautaire est vécu comme un jeu à somme nulle. Dès lors, comment définir le cinéma libanais quand le terme libanais ne nous renvoie qu'à l'image d'un pays communautariste, fragmenté, fracturé et soumis aux instabilités caractéristiques du Moyen-Orient ? Comment ces guerres fratricides et sa politique ont-elles influencé et façonné son cinéma ? Pour répondre à ces questions, il m'a semblé nécessaire de dresser l'histoire de ce cinéma, car il est mal connu, non seulement des cinéphiles du monde entier mais des Libanais eux-mêmes, l'État libanais n'ayant pas fait du cinéma l'une de ses priorités et ne l'ayant jamais ni reconnu comme un vecteur de communication efficace, ni comme un art majeur. Les débuts du cinéma au Liban. 35 ans séparent le premier film des Frères Lumière, 1895, du premier film libanais, 12 ans du premier film égyptien et 2 ans du premier film syrien. Les aventures d'Elias Mabrouk, 1930, premier long métrage de fiction, marque officiellement le début du cinéma du pays, bien qu'on doive ce film à un réalisateur italien. Giordano Piduti, originaire de Trieste, s'installe à Beyrouth à l'âge de 24 ans. Comme en Égypte, les premiers films sont réalisés par des Italiens. Giordano Piduti travaille d'abord 7 ans comme chauffeur pour les Sursock, l'une des grandes familles aristocratiques chrétiennes de la ville. Beyrouth, la ville moderne par excellence du Moyen-Orient, fait preuve d'une réelle créativité culturelle et artistique, et Giordano Piduti rêve que cette ville devienne une référence cinématographique, à l'instar d'Hollywood ou du Caire. L'architecte libanais Jad Tabet souligne: à partir des années 1930, la modernité frappe aux portes de cet espace, la place des canons au centre-ville de Beyrouth, et en modifie quelque peu la physionomie. C'est que le cinéma est né, qui attire les foules, et les salles noires vont pousser aux abords de la place, étalant ostensiblement les signes de leur présence. Les images des stars du grand écran recouvrent les façades des bâtiments. Gigantesques figures de carton montées sur des châssis en bois, guerriers musclés qui soulèvent de fragiles créatures à la chevelure vaporeuse, femmes fatales aux lèvres pulpeuses et à la poitrine opulente qui font rêver les jeunes gens. Chaque semaine, le paysage architectural se métamorphose, se transforme par la magie de ces images mythiques qu'on y expose. Les aventures d'Elias Mabrouk est une comédie muette, réalisée et tournée avec des amateurs et avec l'aide de quelques techniciens peu expérimentés. L'équipe du film dispose en tout et pour tout d'une caméra, et les rushs sont développés par Giordano Piduti lui-même dans un petit atelier improvisé dans le quartier d'El Zetouni. À cette époque, l'émigration des Libanais à la recherche de meilleures conditions de vie aux quatre coins du monde est à son apogée, et Giordano Piduti rend compte de cette réalité. Les aventures d'Elias Mabrouk racontent le ressenti d'un émigré libanais de retour au pays, après un long séjour aux États-Unis, pour retrouver sa famille et ses racines. Il découvre alors à quel point sa vie loin du Liban l'a profondément transformé, et peine à se réadapter à la culture et aux traditions imposées par la société libanaise. Le film fut tourné en grande partie dans le quartier de Raouché qui longe la mer. La priorité étant donnée au film sonore, le film muet de Giordano Piduti dut attendre 2 ans avant d'être distribué. Son exploitation fut néanmoins un grand succès et lui permit de gagner 100 livres en or. 2 ans plus tard, Giordano Piduti débute le tournage d'un second film, Les aventures d'Abou Abed, Mougamara Abou Abed. Cette fois-ci,
ce n'est pas le retour au pays qui intéresse Giordano Pidouty, mais plutôt les difficultés que peuvent rencontrer ceux qui émigrent. Le film montre le personnage d'Abou Abed, caricature populaire du Beyroutin typique, confronté à de multiples dangers en Afrique qui brave la mort en défiant des animaux sauvages. Images d'archives extraites de films occidentaux incrustés par Giordano Pidouty. Ce film fut financé par Rachid Abi Shaaban qui fut ainsi le premier producteur libanais, qui jouait d'ailleurs lui-même le personnage d'Abou Abed. Sa fille, qui interprétait un second rôle dans le film, est considérée comme la première actrice musulmane libanaise. À cette période, les actrices jouant sur les scènes des théâtres étaient toutes chrétiennes ou appartenaient aux minorités ethniques. Faute de support financier, la carrière cinématographique de Giordano Pidouty s'achèvera là et son rêve de faire de Beyrouth le Hollywood de l'Orient ne verra jamais le jour. Giordano Pidouty se tournera vers les reportages d'information et les films publicitaires. Il travaillera également chez Lumnar Film ainsi qu'à la compagnie Coptan et Haddad, propriétaire de plusieurs salles de cinéma au Liban et en Syrie. On peut dire qu'avec Giordano Pidouty, l'immigration va devenir l'un des thèmes récurrents du cinéma libanais, notamment à partir du déclenchement de la guerre civile. Si le titre du premier film de Giordano Pidouty est le nom d'un personnage chrétien, le titre du second, en revanche, est celui d'un personnage musulman, une manière pour Giordano Pidouty d'établir un équilibre entre les deux religions majoritaires du pays, procédé qui sera utilisé par la suite par d'autres réalisateurs. Un autre Italien installé à Beyrouth, Giulio De Luca, réalisera le troisième film de l'histoire du cinéma libanais. Entre les ruines de Baalbek, Baïna Yakel Baalbek, est le premier film sonore du Liban, même s'il a été réalisé avec la collaboration de techniciens italiens. Le film est en arabe, sous-titré en français. Selon les critiques, Giulio De Luca est parfois considéré comme le seul réalisateur, parfois comme le co-réalisateur avec Karam Boustani sans que l'on puisse établir avec certitude aujourd'hui quelle a été la part de l'un et de l'autre. Le film est produit en 1933 par le studio libanais Lumnar Film. Ce studio est tenu par une femme d'origine allemande, Erta Gargour, mariée à un Libanais. Celle-ci, après avoir transformé un appartement de la famille Frege en studio de cinéma, signe un contrat avec le studio français Pathé afin de former des techniciens libanais en France dont Georges Costi. Réalisé d'une manière professionnelle, au contraire des deux premiers films de Giordano Pidouty, Entre les ruines de Baalbek, d'une durée de 90 minutes, coûta aux alentours de 30 000 livres libanaises, une petite fortune à l'époque. C'est l'histoire d'un amour impossible entre une touriste étrangère et un prince arabe. Ce film qui inclut des scènes de chant et de danse est projeté dans plusieurs salles au Liban et rencontre un grand succès auprès du public. 6 copies furent même vendues à l'étranger. Mais malgré son succès, il ne dégage aucun profit. Lumnar Film fait faillite et ferme ses studios. Selon Walid Chmeh, Entre les ruines de Baalbek est le premier film entièrement produit dans un pays arabe, puisque les films égyptiens à cette époque étaient encore développés en France. Il faut attendre 1940 pour voir l'entrée d'un Libanais de confession musulmane dans le circuit cinématographique. Seules les minorités ethniques, confessionnelles, chrétiens, juifs séfarades, et des étrangers, italiens, arméniens, français, vivant dans le croissant fertile ont été à l'origine du développement du cinéma dans les pays arabes. Ali Al-Haris revient au Liban après un long séjour en Égypte, où en tant qu'acteur, il a assisté à l'émergence de l'industrie cinématographique. Pour son premier film, La vendeuse de fleurs, Bayat al-Ward, dont le tournage débute en 1940, et afin de s'assurer le marché du Moyen-Orient et des pays du Maghreb, Ali Al-Haris choisit d'utiliser l'arabe littéraire pour les dialogues et non le dialecte libanais. Il décide aussi d'intégrer, à l'égyptienne, des scènes dansées et chantées toujours dans l'optique d'accéder au succès. Malheureusement, en raison des difficultés qu'avait le réalisateur à se procurer de la pellicule, et aussi par manque de financement, et en raison de problèmes politiques liés à la Deuxième Guerre mondiale, le film ne fut jamais achevé. En 1946, Ali Al-Haris renouvelle son expérience avec un nouveau film, Kaoukab, la princesse du désert, Kaoukab, Amira al-Sara, tourné cette fois-ci en dialecte bédouin. Mais la chance n'est pas encore de son côté,
Selon son fils, le critique de cinéma Ibrahim Ali Al-Haris, le producteur du film, en collaboration avec le scénariste, modifie des séquences entières contre son gré. En conséquence, Ali Al-Haris renie le film au point même de rédiger des pamphlets incitant les Libanais à le boycotter. Cette polémique suscite d'une manière inattendue la curiosité des spectateurs qui se précipitent en foule dans les salles de cinéma. Cet intérêt, aussi imprévisible qu'inespéré, permit au producteur de réaliser un profit de 11 000 livres libanaises. Après ces mésaventures, Ali Al-Haris tourne un documentaire promotionnel sur les charmes supposés de la saison d'été au Liban. Au cours des 20 années qui suivirent, il écrira plusieurs scénarios sans pouvoir en réaliser un seul. Il travaillera sur quelques films en qualité de directeur artistique ou d'acteur, et vivra toujours dans l'espoir jamais satisfait, de pouvoir à nouveau tourner. Il se consacrera plus tard à la sculpture d'arabesques sur bois. Les seules copies de ces deux films, La vendeuse de fleurs et Kaoukab, la princesse du désert, furent détruites dans un incendie en 1949. Aujourd'hui encore, et malgré ses difficultés, Ali Al-Haris est toujours considéré comme le premier réalisateur d'origine libanaise. Mais le problème de la langue arabe et de ses différents dialectes reste une difficulté majeure. Aussi, avant d'aller plus loin, il me semble qu'une clarification sur les différentes formes de la langue arabe est nécessaire. Les pays arabes possèdent une langue commune, classique, officielle, écrite, identique dans les 22 États membres de la Ligue arabe, l'arabe littéraire, c'est-à-dire la langue du Coran. Dans le monde arabe moderne, l'arabe classique sert, ainsi que le note Mohammad Dridi, comme langue de prestige utilisée dans des situations de communication formelle. Elle fonctionne comme un noyau autour duquel se constitue la communauté arabe. Cet aspect unificateur ainsi que le statut de modèle assigné de l'arabe classique s'explique habituellement par le fait que le Coran, le livre sacré des musulmans, a été révélé au prophète Mohammed dans cette langue. Souvent les Arabes utilisent le terme Foucha pour faire référence à cette forme d'arabe. Mais à côté de cette langue littéraire unificatrice, chaque pays arabe utilise un dialecte qui lui est propre, une langue exclusivement parlée dans le quotidien. Ces multiples dialectes possèdent un vocabulaire et une prononciation très différents de l'arabe classique, ce qui rend souvent difficile la communication d'un pays à l'autre. On peut alors distinguer selon les différentes communautés. Le maghrébin, Maroc, Algérie, Tunisie et Libye de l'Ouest. L'égyptien, Libye de l'Est, Égypte et le Soudan. Le levantin, Syrie, Liban, Jordanie et Palestine. L'arabe de la péninsule arabe et du Golfe, Irak, Arabie Saoudite, Yémen, Oman, Qatar, Bahreïn, UAE et Koweït. Pour compliquer la situation, chacun de ces pays présente des variantes dialectiques qui diffèrent d'une communauté à l'autre et selon les régions. Cependant, les barrières entre les différents dialectes du monde arabe ont tendance aujourd'hui à s'estomper, notamment grâce à la propagation des chaînes de télévision satellitaires. En revanche, l'arrivée du cinéma parlant a posé un problème essentiel aux producteurs et distributeurs des pays arabes. Quel dialecte adopter pour que les films puissent être exploités dans les 22 pays de la Ligue arabe ? En effet, la langue arabe littéraire étant une langue écrite et non parlée, son utilisation au cinéma était improbable voire impossible. Quelques tentatives se sont soldées par des échecs dont le plus manifeste fut celui du film Les Remords, 1953, de Georges Cailly. L'Égypte, quant à elle, a su imposer sa vision et son dialecte. Ce pays a développé une industrie cinématographique dès 1923 et n'a cessé depuis lors d'envahir les salles de cinéma du monde arabe et plus tard ses écrans de télévision. Avec un grand nombre de sociétés de production, ses créations régulières et conséquentes, l'Égypte demeure jusqu'en 1965 le seul pays arabe exportateur de films dans tout le monde arabe. Comment le cinéma égyptien s'y est-il pris pour imposer le dialecte égyptien à l'ensemble des pays arabes ? Dès son origine, le projet du cinéma égyptien est avant tout économique. Au début, les producteurs semblent avoir pris un très gros risque en décidant d'utiliser le dialecte égyptien. Mais en étant le seul produit sur le marché, le cinéma égyptien obligea les habitants des différents pays du monde arabe à se familiariser avec son dialecte. Grâce à cette hégémonie artistique, le cinéma égyptien s'imposa dans l'ensemble des 22 pays arabophones. Son dialecte est devenu ainsi le sésame incontournable du cinéma et plus tard de la télévision,
Et comme le souligne Kemeh Kayati, tout autre produit qui aurait la vanité de faire circuler un dialecte autre que le dialecte égyptien serait confiné dans le particularisme. Avec un peu de chance, il sera classé dans l'art et essai et destiné au cénacle des ciné-clubs. Le développement d'une production locale. En 1952, Camille Chamoun est élu à la présidence de la République libanaise. Il instaure un régime qui assure la liberté d'expression et la liberté de la presse. Le droit de vote est accordé aux femmes. La période se caractérise par une forte croissance économique, qui attire les investisseurs et leurs capitaux. Beyrouth devient la Suisse du Moyen-Orient, où l'on vient placer son argent, où l'on mène une vie aisée, à l'européenne. Tout le monde veut placer son argent dans les banques libanaises. La loi du secret bancaire entre en vigueur en 1956. Goûter aux nuits folles de Beyrouth, au luxe du Phoenicia Hotel et plonger dans l'eau des piscines de l'hôtel Saint-Georges. Beyrouth, terre de tous les possibles, de tous les rêves de liberté absolue, est devenue une piste d'atterrissage pour les Libanais, toutes communautés confondues, qui fuyaient les mœurs, les traditions, les pressions familiales et les enclaves communautaires, aussi bien que pour les intellectuels arabes qui cherchaient un air de liberté loin de leur pays asphyxiant où s'instauraient des régimes dictatoriaux. Ainsi, Beyrouth est née de la rencontre étrange entre ces deux catégories de fugitifs. Par conséquent, et comme l'affirme Amin Mahalouf, Beyrouth pouvait apparaître comme un lieu où s'exprimaient les aspirations à plus de liberté, plus de démocratie et de progrès social, à contre-courant des tendances dominantes dans la région, par l'instauration de régimes de plus en plus autoritaires. Mais malgré toute la richesse économique et culturelle qu'affiche la ville, la misère n'est qu'à quelques kilomètres. Dans les bidonvilles qui commencent à s'établir et à encercler la ville de Beyrouth, s'installent plusieurs populations fraîchement débarquées des autres régions du Moyen-Orient. Tout d'abord les Arméniens, fuyant l'Empire ottoman après le génocide de 1915. Puis les Kurdes, qui arrivent au Liban en 2 vagues consécutives, vers la fin de la Première Guerre mondiale, mais aussi après les révoltes de Cheikh Saïd en 1925. Dans un deuxième temps, un grand nombre de Kurdes quittent la Syrie pour fuir des conditions économiques déplorables et la répression culturelle et politique qui débute en 1958. En 1948, l'année de la Nakba, l'exode massif des Palestiniens après l'établissement de l'État d'Israël a engendré la présence de milliers de réfugiés au Liban, installés dans des camps provisoires à la périphérie de la ville. L'arrivée de populations étrangères dans les quartiers périphériques de Beyrouth, Mar Elias, Bourj el-Barajneh, Shatila, Nabaha, Tel el-Zaatar, Jisr el-Bacha, Debaillé, va être suivi d'un exode rural massif des chiites du sud du Liban fuyant leurs villages pauvres, longtemps négligés du gouvernement et constamment bombardés par l'armée israélienne. Ces camps peuplés de différentes nationalités vont former ce qu'on appelle la ceinture de misère de la ville. Mais Beyrouth néglige et tourne le dos à sa périphérie. Beyrouth veut être indépendante, autonome, et non connectée au reste du pays. Beyrouth ne voit que sa modernité, sa richesse car la bourgeoisie urbaine, celle des espaces mixtes du centre-ville et de sa périphérie immédiate, créatrice du rôle régional de Beyrouth, avait dans la cité ses intérêts, ses biens et son histoire propre. Elle ne s'est jamais sentie concernée par les idéologies de la périphérie. Et Beyrouth, en mettant de côté la périphérie, a ainsi mis de côté son propre peuple. Ainsi se creusent dans le pays les contradictions entre les différentes couches sociales. Beyrouth l'hospitalière, ouverte à tous les vents, Beyrouth qui accueille si volontiers les étrangers et les poètes venus d'ailleurs, semble tourner le dos à ceux de l'intérieur, aux poètes sudistes et à ses semblables, chassés de leur village par l'émigration rurale, qui voient la porte à laquelle ils frappent se refermer à leur nez. Il n'est jamais bon de prendre les métaphores à la lettre. Une menace capable d'ébranler l'harmonie sociale a commencé à se faire sentir. Entre la ville et ceux qui l'entourent, un fossé s'est creusé et approfondi. C'est dans ce climat politique apparemment positif, et dans des conditions économiques qui ne favorisent qu'une partie infime de la population, qu'un grand nombre de studios cinématographiques ont été créés. On peut citer le studio Haroun, dont l'équipement était très développé, le studio moderne doté d'un grand plateau de tournage, le studio Alar créé par Jacques Kassab, Toufik Kairouz et Georges Costi, le Near Eastern Studio inauguré en 1956 et surtout les studios Baalbek dont leur créateur, Badi Boulos, avait l'ambition de créer une cité cinématographique au Liban.
Tous ces studios connurent une grande notoriété au-delà des frontières libanaises. Quelques figures du cinéma qui se revendiquent comme auteurs indépendants dominent: Georges Cailly, Michel Haroun, Joseph Fada et Georges Nasser. On peut évoquer aussi le nom de Joseph Gorayeb dont l'activité cinématographique va se limiter à un seul long métrage qu'il réalise en 1959, Le Jugement du destin, Ô Mal d'Amir. Pionnier du théâtre libanais, acteur et membre important de la troupe artistique du Cèdre, Georges Cailly réalise plusieurs films, tous marqués par son expérience théâtrale. Les Remords Azab al-Damir, 1953, son premier film, fut proclamé par son réalisateur comme le premier film entièrement libanais dans toutes ses composantes, ses techniciens et ses artistes. Mais les dialogues en arabe littéraire furent une raison parmi d'autres de l'échec du film. Georges Cailly aura une carrière instable. Certains films seront boudés par le public tandis que d'autres rencontreront le succès, dont Deux cœurs un seul corps, Kalbin Ouajazad Wahed 1959, ainsi que son dernier film, Toi ma vie, un Taoumri 1964, où des scènes dansées avec des acteurs et des actrices connus lui garantissent un succès populaire. Ces films, la plupart du temps des mélodrames moralisateurs, étaient souvent tournés dans des décors idylliques pour attirer non seulement les spectateurs locaux mais aussi les spectateurs de la diaspora libanaise dispersée aux quatre coins du monde, en manque d'image d'un Liban fantasmé pour apaiser le mal du pays. Michel Haroun, le fondateur du studio Haroun, va réaliser son premier et unique film en 1957, Les Fleurs Rouges, Zour Amra. Il s'agit d'une histoire d'amour, une nouvelle fois dans la montagne libanaise, entre une jeune fille paralysée et en chaise roulante, issue d'une famille bourgeoise, et d'un jeune paysan. Le film montre une certaine maîtrise cinématographique, mais contient aussi de très longues scènes qui ne servent absolument pas le développement du récit, mais dans lesquelles la vie rurale libanaise est traitée de manière quasi documentaire. Il est d'ailleurs considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs films libanais de l'époque. Pour son premier long métrage, Pour qui se lève le soleil, Liman Takrok el-Shams 1957, Joseph Fada, d'origine syrienne, un des premiers directeurs de la photographie au Liban, crée un objectif anamorphoseur qu'il appelle Libanoscope, et met au point les premières prises de vue sous-marines au Liban. Ce film relate l'histoire d'amour entre un pêcheur et une jeune couturière, histoire bouleversée par l'irruption dans leur vie d'un homme qui veut à tout prix séduire la jeune femme. Le rôle principal est tenu par Nour al-Houda, une vedette libanaise qui a fait carrière en Égypte. Un incendie ravagea les bureaux du distributeur Nadim Izir Ayadon, et toutes les copies de ce film furent détruites l'année de la première projection en 1958. Il ne reste de cette aventure cinématographique que quelques clichés. Un an plus tard, Joseph Fada renouvelle l'expérience, également en scope, avec un film intitulé Une étrangère à la maison, Fil Baïd Gariba 1959. Alors que la plupart des réalisateurs libanais s'étaient formés sur le tas ou au théâtre, Georges Nasser, né à Tripoli en 1927, est l'un des premiers à avoir effectué des études cinématographiques à l'étranger, aux États-Unis. Rétif aux lois du marché, il réalise son premier film, Vers l'inconnu, il a un, en 1957, premier film libanais à être sélectionné au Festival de Cannes. Vers l'inconnu est considéré encore aujourd'hui comme une œuvre fondatrice de l'histoire du cinéma libanais. Le film relate l'histoire d'un paysan pauvre qui émigre en Amérique latine dans l'espoir de faire fortune et rentre 20 ans plus tard les poches vides. Il retrouve sa famille après ses longues années d'absence et découvre que tous ont déjà construit leur vie. Avec ce film, comme avec ceux de Giordano Piduti, c'est le thème de l'émigration qui est central. Georges Nasser, qui avait voyagé au Brésil et rencontré de nombreux Libanais pauvres, a voulu dresser un réquisitoire contre ce phénomène. Le film suscita l'intérêt appuyé de la presse française, mais malheureusement ne rencontra pas le succès escompté auprès du public libanais, plus intéressé par les productions en provenance d'Égypte ou même d'autres pays étrangers non arabes, tels que les États-Unis et la France. Aucune copie ne fut vendue aux pays arabes. Dans une interview accordée à la revue Téléciné, Georges Nasser raconte « Les distributeurs n'étaient pas du tout excités. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.